Oui, merci Alain Dominique de cette invitation. Merci à tous d'être là. Bonjour à ceux que je connais et à ceux que je ne connais pas. Et je suis émue et impressionnée de parler après le professeur de Corvin, monsieur de Corvin, qui nous a donné des éléments si clairs et si descriptifs de tout ce paysage. Et je vous en remercie parce que c'est très éclairant. Et je vais m'inscrire dans la suite de cette intervention en tant que médecin généraliste à vocation homéopathie uniciste. On en reparlera. Sans détailler 40 ans de pratique médicale à la campagne et en ville, avec un choix d'être généraliste pour recevoir tout le monde sans préjugés et sans sélection. Ce qui m'a poussée, c'est dès mes premières sorties de l'internat à l'hôpital de La Rochelle, je me suis retrouvée assez démunie, ayant une pratique hospitalière en équipe, avec beaucoup de vie autour des chefs de clinique, des infirmières, des aides-soignantes, une vie d'équipe hospitalière où tout le monde vit, on va dire, en communauté, très proche et très porteuse. Je me suis retrouvée un peu très seule et très vide à l'orée de ma vie de professionnelle de médecin, et je ne savais pas trop que faire. Donc j'ai fait beaucoup de remplacements en ville, à la campagne, et je remplaçais toujours la même femme à Vierzon pendant les vacances scolaires. Donc vous voyez, ça fait un certain nombre de semaines dans l'année sur 3-4 ans. Je connaissais bien sa clientèle, et j'ai reçu un petit garçon de 6 ans qui venait pour une angine. Et quand j'ai ouvert le carton, j'ai vu que c'était sa 6e angine de la saison et que j'allais donc lui donner sa 6e cure d'antibiotiques puisque je ne savais faire que cela. Et là, je suis un peu tombée de ma chaise. Avec une première réaction très égoïste, je me suis dit « Oh là là, je suis généraliste et je vais m'ennuyer toute ma vie. » Excusez-moi d'avoir eu cette réaction, mais je l'ai eue. Je vais m'ennuyer toute ma vie à donner la même chose à tous ceux qui ont une angine, et puis des anti-inflammatoires à ceux qui souffrent, et puis des anti-ulcéreux pour ceux qui ont des reflux, etc. etc. Mais moi, je vais m'embêter. Et puis tout de suite, la deuxième réaction est venue. Mais qu'est-ce que je fais pour ce garçon? Qu'est-ce que nous faisons pour ce garçon? Et j'ai senti très vite, sortie de l'hôpital où il y a des choses extraordinaires, on est actif en réa, en urgence, en dialyse, en cardio, tous les services où j'étais passée. Je me suis trouvée très vite en médecine générale confrontée à ce type de problème. Ce qui m'a valu une longue recherche. J'ai été sûrement guidée par des chemins très tortueux. Et comme j'avais envie d'être efficace, j'ai bien sûr exercé la médecine telle qu'on me l'avait appris à la faculté, mais en cherchant tout de suite. Et j'étais aussi nourrie d'auteurs. Je me permets de parler de tout ça pour montrer combien la complexité est là, justement, et fait aussi de notre nature de médecin. Bien sûr, il y a la science qu'on apprend à la fac, mais il y a aussi tout ce qui nous nourrit à l'intérieur. J'étais nourrie d'Elisabeth Kubler-Ross avec les derniers instants de la vie, et à l'hôpital, je restais longtemps avec les patients en fin de vie, sans savoir quoi faire, juste être là, leur tenir la main, et pas beaucoup d'autres choses plus, parce qu'il faut revenir 40 ans en arrière, et puis la culture des soins palliatifs n'est pas du tout encore bien instaurée en France. J'étais nourrie de Paul Tournier, la médecine de la personne, qui lui m'émerveillait parce qu'il est protestant et suisse, il faisait des cures d'âme. Alors je comprenais bien que ce n'était pas moi et mon rôle, mais en même temps, il permettait aux personnes d'exprimer profondément la souffrance qu'il y avait derrière une tuberculose, une stérilité, des problèmes de cycle pour les femmes, etc. Il écoutait tellement profondément que la personne pouvait effectivement dire comment elle vivait sa maladie, et lui allait jusqu'à, comme Saint-Hildegarde, proposer des chemins de guérison profondément spirituels pour aider la personne dans son corps. Et il se passait de grandes choses. J'étais nourrie de Grodek, qui traitait ces tuberculeux au sanatorium en leur faisant des conférences sur le ça et sur la psychanalyse. Je ne suis pas psychanalyste. J'étais nourrie de toutes ces grandes figures, et j'avais envie de faire comme elle, mais je n'étais pas elle, et il a fallu que je trouve un chemin. J'avais envie d'être efficace, j'ai fait beaucoup d'immunologie, de cancérologie, mais bon, bref,
Tout cela pour atterrir après de longs méandres dans une école qui m'a enfin appris une homéopathie exotérique, c'est-à-dire j'ai été à l'école, j'ai appris l'homéopathie sur des bases extrêmement scientifiques parce que expérimentales, qui depuis 200 ans, sur les dires d'Hahnemann, Hahnemann n'a jamais été contredit, rien n'a été remis en cause, par contre tout a encore à être explicité et amélioré et affiné pour un langage d'aujourd'hui, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup de langage obscur en homéo, parce qu'à l'époque c'était un tâtonnement. Mais tout ce qu'a annoncé Hahnemann au sujet de la maladie, de la bonne santé, qu'est-ce que c'est qu'un être en bonne santé, reste valide pour nous aujourd'hui. Donc je me suis appuyée sur une école qui m'a appris cette homéopathie, donc que j'ai pratiquée au sein de la médecine générale. J'ose parler de toute cette expérience pour montrer combien, en tout cas pour moi, il n'y a pas de séparation. Le soin de la personne, comme disait le professeur de Corvin, c'est un art complexe, mais pas forcément compliqué, mais complexe, où on peut se laisser aussi inspiré de l'intérieur par toutes ces connaissances que nous acquérons, autant en médecine officielle allopathique telle qu'elle a été jusqu'à aujourd'hui énoncée, et ça change très souvent, et les pratiques de mes jeunes années n'est plus du tout celle d'aujourd'hui, donc la médecine change beaucoup, et il y a des bases anthropologiques, profondes, spirituelles, psychosomatiques de l'être humain qui, elles, sont des invariants de la personne humaine, avec chacun sa couleur, sa personnalité, sa tonalité. Voilà ce qui m'a amené à l'homéopathie après tous ces détours que je me suis permis de vous partager rapidement pour que vous situiez un peu dans quel contexte là je vais parler. Effectivement, le colloque singulier dont vous parlez, qui est à l'essentiel du colloque médecin-personne qui vient chercher une aide et un soin, en homéopathie, c'est très valorisé par le type d'écoute qu'on a et par le temps de consultation qui permet à quelqu'un de se déposer. Un jour à Paris, j'ai fait une expérience, j'ai été voir une gynéco que je ne connaissais pas juste pour voir, montre en main 10 minutes sur le pas de la porte, moi habillée, déshabillée, examen, un quart d'heure, 15 minutes. Alors quand on sait que quand une femme parle de gynéco, elle parle d'elle, mais elle parle de son mari, elle parle de sa famille, elle parle de ses enfants, elle parle d'une famille à travers 15 minutes. J'ai été assez... Et ça c'est le lot commun de beaucoup de nos consultations, et on ne peut pas en vouloir ni aux gynécos ni aux médecins qui doivent aussi recevoir tout un chacun qui vient. Donc voilà. Je dérive peut-être un petit peu, je pars d'une médecine très pragmatique, terre à terre, mais c'est mon expérience. Et comment l'homéopathie, alors, s'est inscrite dans un soin de la personne. J'ai choisi ce mode de soin, effectivement. Le rôle du médecin est d'abord d'écouter, ensuite d'examiner, d'essayer de faire un choix dans les propositions. Et l'homéopathie arrive dès le début dans l'écoute, mais n'arrive comme choix thérapeutique qu'en fin d'entretien. Parce qu'il est tout à fait possible, bien sûr, de choisir d'envoyer chez un cardiologue ou chez un chirurgien ou de demander conseil à un confrère. Et ça, c'est prioritaire par rapport au choix d'un traitement homéopathique. Mais l'écoute homéopathique commence avant que le patient arrive, dès qu'il prend rendez-vous, dans la salle d'attente, comment il dit bonjour, comment il se présente. Et je vais partir d'exemples concrets de ma clientèle, et il y en aurait des centaines. Et puis, je dois dire aussi que c'est une médecine, le choix d'un remède homéopathique qui part de l'écoute et de la vue et du ressenti face au patient, m'a donné aussi beaucoup d'échecs. C'est-à-dire c'est une médecine difficile quand on veut soigner avec un remède. Et autant il y a eu des résultats flagrants et époustouflants et qui donnent le moteur de continuer et qui nous dit qu'il se passe quelque chose en dehors de l'effet placebo, effectivement, qui est très très important dans la consultation. Mais tout médecin et toute thérapeutique a un effet placebo, tant mieux si nous l'utilisons à fond. Mais il y a des résultats qui sont vraiment du domaine du remède bien choisi.
Et je peux vous dire que si le remède est mal choisi, et j'en ai payé les pots cassés, j'ai eu aussi beaucoup d'échecs. L'échec ne vient que de moi, l'homéopathe, qui n'a pas su, pas pu, ou qui ne connaît pas le remède, ou qui n'a pas été assez attentif pour bien le choisir. Donc la responsabilité du médecin homéopathe est double. Ne pas faire d'erreur, bien orienter, mais s'il ne trouve pas le remède, c'est lui qui peut se remettre en cause, en tout cas. Parce que quand on trouve le remède, entre guillemets, c'est évident. Il y a quelque chose d'évident et qui nous dépasse totalement. Alors, je ne sais pas du tout si ce que je dis est dans la ligne de ce dont nous devons parler, mais grâce à vos interventions, j'espère et je souhaite que vous me interpelliez là-dessus, sur ce soin global de la personne. Mais je pars d'un exemple, par exemple, comment ça s'est fait pour telle ou telle personne. Il se trouve que j'ai eu la chance de faire quelques missions en Afrique pour Homéopathie sans frontières. C'est toujours très égoïste pour une part, c'était aussi m'offrir un terrain de soins, loin de toute médecine allopathique et loin de toute possibilité d'hospitalisation. Donc à 1000 km de Kinshasa, République démocratique du Congo, en pleine zone diamantifère, avec beaucoup d'accidents, parce que tout le monde creuse des trous comme ça verticaux, et beaucoup de gens tombent dans les trous par inadvertance et se font des paraplégies, donc, et une zone très très isolée, voilà, des conditions très dramatiques de situation. Là, il y a un hôpital tenu par, à l'époque, je ne sais pas si par les sœurs de Cabinda, des sœurs des Béatitudes, avec un prêtre des Béatitudes qui est un ophtalmo qui opère à tour de bras dans toute la région, et les sœurs tiennent la maternité gynéco, et puis il y a des hospitalisations. Et j'ai eu l'occasion là de voir le grand-père de ce petit bébé était électricien à l'hôpital et l'amène avec sa maman, donc sa fille, sa maman, qui, pour une consultation, j'apprends que l'enfant a 1 an et qu'à chaque fois qu'il a de la fièvre, il convulse. Il a été hospitalisé quand même 4 ou 5 fois, on ne trouve rien. Il a eu la chance quand même d'aller à Kinshasa pour un scanner. On a exploré ce bébé, on ne trouve rien. Ça a pu être fait quand même dans ce contexte difficile en Afrique. Et il a des convulsions omniprésentes, en fait, avec ou sans fièvre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il convulse, en tout cas, à chaque fois qu'il a de la fièvre. Il pleure systématiquement avant la convulsion. Il a une faiblesse des jambes et ne peut tenir debout. Il tombe à chaque pas. Alors, très bizarre, cette petite maman africaine, très timide, avec son bébé d'1 an, complètement chiffre-molle dans les bras. L'électricien, son grand-père, essaye de me raconter l'histoire. La maman ne me dit rien. Elle ne me dit rien. Bon, moi, envie d'efficacité, je pousse un peu la consulte, je la secoue, mais très gentiment, mais quand même peut-être trop. Et il a fallu 3 ou 4 rencontres pour qu'elle commence à me parler. Et elle me raconte son bébé. Et puis, très bizarrement, au milieu de la conversation très banale, elle me dit « J'ai l'impression qu'il a envie de fuir. » Et là, j'ai pas compris, mais ça fait boum. J'ai continué la consultation, il tète bien, la grossesse et l'accouchement s'est bien déroulé. La maman est vraiment très jeune, perdue, ne sait rien me dire de plus. En fait, c'est le grand-père qui fait la consultation. Et elle me décrit quand même la crise convulsive. Il pleure, les yeux se révulsent, il bave, enfin, il devient chiffre-molle et parfois la jambe droite tremble. Et en fin d'entretien, elle me dit aussi qu'elle a vomi toute sa grossesse. Alors, dans la tête d'un homéopathe, voilà, c'est un pulse. Il a envie de fuir, il convulse avec la fièvre, elle a vomi toute sa grossesse, et puis tout d'un coup, tchouk. C'est comme ça que ça se passe en nous, mais on a aussi des aides, des répertoires, des dictionnaires qui nous guident. Il me restait 4 ou 5 remèdes, mais devant ces vomissements permanents pendant la grossesse, j'ai osé prescrire Cuprom, peu importe pourquoi, peu importe ce remède, on ne parle pas de ça maintenant, mais j'ai prescrit Cuprom. Et ce qui est intéressant avec ce remède, c'est que pendant 4 mois, il n'a plus jamais convulsé. Ça a rechuté.
À ce moment-là, bien sûr, j'étais rentrée en France, mais j'ai été en contact avec le centre hospitalier qui les prenait en charge. J'ai dit redonner la même chose. On avait laissé une Dilutex sur place. Et j'ai eu des nouvelles plus d'1 an plus tard. Il va très bien, il marche, il n'a jamais plus reconvulsé. Bon, peut-être qu'un enfant... Alors après, on peut discuter, un enfant d'1 an, il aurait arrêté tout seul ses convulsions, etc. Enfin, je veux bien, mais là, j'ai vu quelque chose. Et en tout cas, pour cette maman et ce bébé, je crois que ça a fait toute une différence. Et j'ai toujours l'image de... Je ne sais plus si c'est Mère Teresa qui raconte ça, mais des milliers d'étoiles de mer sont échouées sur la plage et un petit garçon prend une étoile de mer et la remet dans l'eau, et une étoile de mer et la remet à l'océan. Et on lui dit, mais écoute, regarde, ça ne sert à rien, il y a des milliers, des milliers, des milliers. Et le petit garçon répond, oui, mais pour l'étoile de mer que j'ai remis dans l'océan, pour elle, c'est toute la différence. Donc, nous avons, nous, en tout cas moi, bien sûr, c'est une goutte d'eau dans un océan de personnes qui auraient besoin, mais peut-être que pour cette maman et ce garçon-là, il y a eu une différence. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et merci à l'homéopathie, et non pas du tout Marie-B. Merci l'homéo, merci mes maîtres, merci les dictionnaires homéopathiques qui m'ont conduit, parce que on a des dictionnaires, donc j'ai mis convulsion avant la fièvre, vomissement toute la grossesse, cri, et puis j'ai mis désir de s'échapper. Elle m'a dit, c'est drôle, il a envie de fuir. C'est complètement bizarre dans le tableau, ça n'a rien à voir, ça vient de nulle part, et nous justement, on prend ça. Parce que c'est la façon dont la mère ressentait son enfant. Donc on est vraiment dans le ressenti personnel de la façon de la personne de vivre son truc. Évidemment, en allopathie, il aurait eu des anticonvulsivants, mais bon, en Afrique, impossible de se les offrir, impossible de suivre le traitement, et puis impossible de surveiller, quoi. Voilà. Alors, c'est un cas extrême parce que, évidemment, en France, ces personnes-là que j'aurais à suivre, par exemple, elles auraient tout leur traitement anticonvulsivant, mais effectivement, peut-être en gardant un mal-être personnel d'être étiqueté épileptique, d'avoir du mal à suivre le traitement, de le prendre tous les jours, c'est lassant, d'avoir des effets secondaires. Et là, nous pouvons aussi intervenir en complément d'un traitement classique, bien sûr. Parce qu'il semblerait, dans notre expérience, que ça agit à des niveaux différents. Donc, parfois l'homéo suffit, parfois elle arrive en appui, parfois elle pourra un jour remplacer. On ne sait pas. C'est au cas par cas, vraiment une histoire d'expérience. Deuxième petit cas clinique, ou grand cas clinique, parce que j'aime pas le mot petit, un grand cas clinique. Un monsieur de 74 ans qui est amené par sa fille, que je soigne aussi, pour un asthme qui l'embête depuis plus de 11 ans. Et cet asthme s'est installé chez un ancien fumeur qui a des bronchites chroniques. Enfin, vous voyez le tableau, donc tous les hivers, 3 ou 4 cures d'antibiotiques avec de la cortisone, un essoufflement, des bronchodilatateurs, ce que les Anglais appellent des pouf-pouf. Enfin. Et il m'amène et me raconte en fait peu de choses. C'est un paysan à la retraite et son seul gros souci dans sa vie, à part cet asthme et cette bronchite, ça a été sa femme malade psychiquement qui a fait énormément de tentatives de suicide pendant 35 ans et qui a finalement, que lui-même a retrouvé pendu chez lui. Et en fait, c'était pour lui une délivrance parce que pendant 35 ans, il soutenait sa femme et ça a été aussi très dur pour lui et pour sa fille, bien sûr. Mais c'est un taiseux, il ne me dit guère plus, il va au club jouer aux cartes depuis son veuvage, il jardine, il s'occupe de ses lapins, il est bien entouré. Alors, il se fait chaque jour un planning d'enfer pour surtout ne pas rester seul ni s'ennuyer. Voilà un peu le tableau. Il me raconte rien, mais c'est un monsieur, pour ceux qui connaissent l'homéopathie, finalement, il a des varices, il est tout le temps dehors pour ne pas rester seul, et puis il déteste le gras et il n'a pas soif, voilà. Alors, chose très bizarre chez ce monsieur qui me dit rien, j'ai erré d'abord, j'ai dit plusieurs remèdes, rien, plusieurs remèdes, rien. Donc à chaque fois que ça ne marche pas, nous on dit, c'est pas la preuve par l'efficacité, c'est que la personne nous dit non, il ne se passe rien. Donc on nous croit, la personne a raison et on se dit j'ai mal choisi mon remède, donc je remets mon travail en chantier et je lui prescris Pulsatilla.
Donc chez un vieux paysan taiseux, etc., c'est bizarre, mais c'est comme ça que ça agit, l'homéopathie. Et alors, une dose, on va dire pour ceux qui sont francophones, parce que j'ai prescrit là dans une autre dilution, mais peu importe, disons une dose en 9 CH par exemple. Je le revois 4 mois plus tard, 3 mois après la dose, il y a un gros mieux du côté asthme, quasi miraculeux, me dit-il. Il dort beaucoup mieux sans interruption. Il a pris 2 fois son remède, ça marche bien. Il me dit texto, je sors de réa, je découvre la vie. Alors il part avec son plan d'action, c'est-à-dire il part avec sa dose en réserve à prendre si rechute de l'asthme. 9 mois plus tard, je le revois. Il est amoureux d'une Bretonne à fort gabarit et personnalité. Denise, il va bien, il a beaucoup évolué, l'asthme a totalement disparu, le sommeil est totalement satisfaisant pour son âge, je vous rappelle qu'il a 74 ans. Ouais. Il ne sait pas me dire quand il a pris son traitement X, mais cela ne l'intéresse plus trop vu que tout va bien. Donc il oublie, qu'il a été malade, 2, il oublie son traitement. Je le revois 1 an plus tard, il reste un petit peu d'asthme à l'effort quand même, rien de grave, aucune bronchite, la santé va bien. Il a grossi car il sort beaucoup et sa Bretonne aime la bonne chair à 2, on mange mieux. Non, mais c'est le concret du généraliste et c'est très intéressant. Il n'y a pas trop de soucis, le sommeil reste bon, il ne prend aucun médicament. Alors, il consulte très rarement, donc finalement j'ai des nouvelles par sa fille parce que lui, tout va bien. En janvier 2017, c'est-à-dire il était venu en 2007, donc 10 ans plus tard, janvier 2017, alors on a des dossiers très bien suivis, parce qu'à l'exemple d'Annemann qui notait tout, nous avons un apprentissage pour tout noter, tout. Donc, et c'est très intéressant quand on doit relire des dossiers qu'on a oubliés et qu'on doit reprendre les détails en fait de ce type de consultation. Alors, je revois sa fille 10 ans plus tard, je lui demande des nouvelles de son père. Alors, après quelques années de vie conjugale heureuse avec sa nouvelle compagne, elle est décédée d'un cancer du pancréas. Sa fille me raconte qu'il surmonte bien ce nouveau chagrin, que ni asthme ni bronchite ne sont revenus. A-t-il repris son remède ? Elle ne le sait pas, mais il va remarquablement bien, me dit-elle, et c'est pourquoi elle revient me voir pour elle-même. Et sa fille, je ne trouve pas son remède, et voilà, donc... Il y a beaucoup d'échecs, mais c'est un échec de l'homéopathe, pas de l'homéopathie. Et quand on dit que ça ne marche pas, moi je dis aux gens, venez me voir, et puis j'espère bien qu'ils vont avoir des effets secondaires. Parce que si l'homéopathie ne fait pas de bien, elle ne fait pas de mal, c'est archi faux. J'ai vécu plein d'aggravations avec mes patients, mais j'avais prévenu que si ça allait mal, c'était le remède qui passait par là, et là on fait quelque chose. Il y a une action. Mais l'homéopathie peut foutre en l'air quelqu'un, je l'ai vu de mes yeux vus, et plusieurs fois. Donc, il faut avoir l'usage. L'homéopathie, c'est une technique, effectivement, mais au-dessus d'une technique, il y a une vue anthropologique de l'être humain dans l'univers et sa santé. Mais il y a un code de la route. Il y a un code de la route qu'on apprend à l'école. Qu'est-ce qui se passe quand on a donné un remède, et puis avec la personne qu'on a prévenu qu'il pouvait se passer ça, ça, ça ou ça, on en parle, et puis si ça ne se passe pas bien, mauvais choix, mauvaise pioche, et on recommence. Et c'est ce dialogue aussi de vérité avec les patients qui permet une réelle confiance. Parce que quand ça va bien, on dit « Ah, c'est le remède ». Et puis quand ça ne va pas, on dit « Ah non, mais c'est vous qui allez mal, pour X raison ». Non, ça ne peut pas aller. Moi, j'assume complètement l'aggravation et que je ne souhaite pas, que je ne cherche pas, mais évidemment, ça peut arriver. Par mauvais choix personnel. Bon. Donc ce monsieur revient donc au bout de 12 ans, parce que j'ai revu non, lui, je ne l'ai pas revu, j'ai revu sa fille. Il a rencontré une nouvelle compagne, et tout va bien pour lui. On ne parle plus ni de bronchite, ni d'asthme, ni même d'insomnie, et je ne l'ai pas revu, donc depuis 12 ans. C'est fini. Ah. Alors, ce type de consultation, pour vous faire percevoir, peut-être pas expliquer, mais percevoir combien, quand une personne est là, c'est toute la personne qu'on essaye d'entendre et d'écouter, de recevoir comme une antenne parabolique reçoit. Et avec notre méthode homéopathique, nous travaillons avec des outils qui se sont largement affinés depuis 200 ans,
grâce à l'informatique, on a encore fait des progrès de géants. Et nous choisissons un remède. Alors, la guérison, on reviendra sur le terme de guérison que le professeur de Corvin a dit ce matin au petit déjeuner en disant que la médecine allopathique guérit. Oui, la médecine allopathique guérit et on en a besoin dans bien des cas. Et la personne reste souvent dépendante soit de son traitement, soit de l'acte chirurgical, soit du suivi médical. La joie de l'homéopathe, c'est de rendre son patient libre et autonome comme ce monsieur que je n'ai vu que 2 fois et qui depuis 12 ans va bien. Bon, ce sont des exemples un peu... j'ai été obligée de sortir des exemples de mes tiroirs les plus parlants parce que... et on ne peut parler que de ses réussites. Les échecs, je pourrais en parler beaucoup, mais ça n'est pas... En homéopathie, ce sont les succès qui nous apprennent beaucoup de choses. Nos échecs nous apprennent seulement l'humilité, puis nous remettre au travail, c'est tout. Donc c'est compliqué d'en parler. Il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a beaucoup, mais nos réussites nous motivent. Pour ce qui est de la reconnaissance de l'homéopathie, j'ose dire que l'homéopathie est une vraie science expérimentale parce qu'elle est basée depuis 200 ans sur l'expérience, la lecture de l'expérience, qu'elle s'apprend à l'école, qu'elle est reproductible par quiconque veut bien apprendre ses lois et ses méthodes. À ce titre, elle est scientifique. Nous avons la chance aujourd'hui, depuis 50 ans, d'avoir des chercheurs de haut niveau qui s'intéressent à l'inexplicable, et qui rebute beaucoup d'allopathes matérialistes et qui ne s'appuient que sur du pondéral visible. Et ça choque beaucoup d'esprits qui ont besoin de sécurité, de cadre, et que l'inconnu peut effrayer. Nous avons des chercheurs depuis Benveniste, dont les travaux ont été très critiqués, qui ont été repris par Montagnier, qui a à nouveau été critiqué. Aujourd'hui, nous avons Marc-Henri, qui est professeur de sciences et maître de recherche à l'INSERM, qui s'intéresse aux matériaux, à la physique quantique et au mystère de l'eau. Sachez que l'eau, en tant qu'organe matériel vivant sur Terre, a encore des capacités physico-chimiques absolument inexpliquées et inexplicables. Et il explique très très bien cela dans un petit opuscule passionnant à lire, et comme il est spécialiste en médecine quantique, on commence à comprendre comment l'eau se comporte de différentes manières, en particulier les états de l'eau, vapeur, solide et liquide que nous connaissons. Il y a une 4e forme de l'eau morphogénique qui soutient toute la structure du vivant. Pour vous donner juste... Je ne me substituerai pas à cette science complètement fantastique et fabuleuse. J'en ai compris peut-être le 1000e, mais avec une telle joie que... Juste, l'eau se structure et nous donne notre structure, et tout ce que nous considérons comme solide en nous, même l'os, en fait, c'est tenu par une certaine forme d'eau morphogénique. Par exemple, pour vous donner juste un aperçu, quand on fait une crémation d'une poulpe ou d'une pieuvre, il reste 0,03% de matière sèche. Ça veut dire que 99,997 de la poulpe, c'est de l'eau. Et pourtant, la poulpe, elle a une forme, elle nage, elle fait des petits, et c'est l'eau qui fait ça, la forme, l'eau morphogénique. Donc, tout ça pour vous dire qu'on est dans des approches de médecine quantique qui sont tout à fait en cohérence avec, justement, l'eau a une cohérence dans ce cas-là, et c'est tout à fait essentiel, et qu'on pourrait avoir par là des ouvertures sur comment l'homéopathie marche. L'homéopathie marche si elle est appliquée. On ne sait pas comment. Moi, ça ne m'a jamais empêché de faire des choses, même si je ne sais pas comment ça marche, parce que l'électricité, etc., je ne sais même pas comment ça marche à la maison, mais j'utilise la lumière, etc. Donc, moi ça ne me gêne pas, parce que je ne dois pas avoir un esprit très scientifique de façon aujourd'hui occidentale telle que c'est entendu, mais moi, je suis plutôt pragmatique, donc voilà, mais ce genre de savants qui m'éclairent aussi sur des avancées de la science sont extraordinairement passionnantes. Et alors, je dois terminer. Alain Dominique me fait les gros yeux. Donc, pour ceux que ça intéresse vraiment,
j'ai mis mon PowerPoint ne marche pas, la technique c'est un peu compliqué pour moi, donc j'ai fait un petit topo de références pour ceux qui seraient intéressés. J'ai mis les références de ces livres passionnants qu'a écrit Marc Henry, qui n'est pas du tout homéopathe, mais du coup il a fait une étude scientifique de l'homéopathie et ses travaux sur l'eau. J'ai mis toutes les références et puis j'ai mis des références d'explications de l'homéo, des écoles parisiennes, de toutes sortes de choses pour ceux qui veulent. Donc vous pourrez prendre, voilà, si ça vous intéresse.